Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des Coops de l'information, produit en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin, je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Comme vous le savez, au fil des épisodes de ce balado, on a souvent parlé des liens de proximité entre la population et les élus. Les municipalités, comme on a pris plaisir à le dire, sont des gouvernements de proximité. C'est vrai, mais cette idée, la proximité, quand on y pense, elle est essentielle à toutes les formes de démocratie. On ne va pas faire un grand cours de philosophie, mais c'est une idée qu'on retrouve chez un philosophe américain, John Dewey, pour qui la démocratie, c'est d'abord et avant tout un mode de vie associatif, une manière de vivre ensemble. Alors ça suppose que les différents groupes qui composent une société démocratique puissent avoir des contacts nombreux et variés et des intérêts communs. Autrement dit, plus nous avons des contacts consistants les uns avec les autres, entre les citoyens et les élus, plus la vie démocratique est riche et profonde. Alors on peut résumer cette idée de manière très simple au fond. La démocratie, ça implique qu'on soit capable de se parler, de tisser des liens, même si parfois les désaccords sont profonds et sérieux, le désir de vivre ensemble et de demeurer en contact doit toujours l'emporter. Mais voyez-vous, au cours des dernières années, ça revient constamment dans l'actualité, on constate de plus en plus que les débats politiques virent un peu trop facilement à la foire d'empoigne. Le ton monte, les insultes et les attaques personnelles sont de plus en plus fréquentes. Tout récemment, par exemple, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, elle a fermé les commentaires sur les médias sociaux. Quelques semaines plus tôt, c'était la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard, qui lançait un cri du cœur dans une lettre ouverte pour dénoncer la dégradation du climat politique. On pourrait citer encore bien d'autres exemples. Plusieurs élus ont aussi choisi de décrocher. En même temps, comme vous le savez, tout ça se passe dans un contexte où on souhaite attirer une relève en politique et favoriser la participation citoyenne. Alors on se retrouve devant un souci majeur. Si plus personne n'a envie de participer à la vie politique, que ce soit des élus ou des citoyens, c'est la vie démocratique qui va s'appauvrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la question que s'est posée Julie Bourdon, la mairesse de Granby, qui préside un comité sur la démocratie municipale au sein de l'UMQ, une instance qui a été créée spécifiquement pour réfléchir à ces questions. Bien certainement, on a vu à l'automne passé plusieurs démissions d'élus municipaux. Puis là, à un certain moment, on a dit, il faut se positionner, il faut voir, nous, comme organisation municipale, l'Union des municipalités, comment on peut se positionner, puis comment on peut aussi aider à travailler dans ce sens-là, parce que ce qu'on souhaite, c'est toujours maintenir le rôle d'élu attractif. On veut que les gens continuent à s'impliquer et on veut éviter peut-être qu'il y ait d'autres démissions. Donc, c'est pour ça que le comité a été formé. Donc, les premières rencontres ont eu lieu, si je me souviens bien, en janvier-février dernier. Et depuis ce temps-là, c'est un comité très, très, très actif au sein de l'IMQ, un comité qui est quand même parterre. Puis, on regroupe autant des gens des grandes villes, des maires, mairesses de grandes villes, que des gens de plus petites municipalités locales un peu partout au Québec, parce qu'on voulait vraiment que ce comité-là puisse être en mesure de nous donner un réel portrait du terrain et de prendre les bonnes orientations pour répondre aux besoins des élus municipaux. Très bien, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est vraiment un phénomène nouveau ou est-ce que c'est simplement parce qu'on en entend plus parler dans les médias? Autrement dit, vous comprenez, est-ce que c'est une tendance que vous avez pu mesurer dans les dernières années? Oui, vraiment, c'est 11 des élus municipaux qu'on a vus qui ont démissionné. C'est certain qu'avec la mise en place du comité, ce qu'on souhaitait voir, c'est pourquoi les gens ont démissionné, qui ça touche, quelles mesures on peut mettre en place pour soutenir les élus, puis on a fait un plan d'action. Dans la plupart des démissions, il y a quand même 101 municipalités au Québec qui ont connu 3 démissions et plus. Donc, tu sais, dans ce chiffre-là de beaucoup de démissions, on voit que ça se passe beaucoup des fois dans des plus petites municipalités. Je pense près de 80 c'est des municipalités de moins de 2000 habitants. Et ça revient des fois, là, à un moment donné, il y a des démissions, là, puis là, c'est démission par-dessus démission dans des mêmes municipalités, possiblement à cause de sujets polarisants. Et ce qu'on s'aperçoit également, c'est que dans des plus petites municipalités, les gens ne font pas ça à temps plein. Déjà, dans l'ensemble des élus au Québec, c'est 58 des élus qui ont un autre emploi. Donc, c'est énorme.
Donc, tu sais, quand on a déjà à travailler, à gérer notre conciliation travail-famille, que ce soit comme proche aidant, que ce soit avec des enfants, qu'on a un autre travail à gérer et que là, on a les citoyens qui sont irrespectueux envers nous ou qu'un projet qui est super polarisant, on se fait arrêter à l'épicerie, on se fait accrocher dans la rue par rapport à ça. Peut-être qu'il y en a des fois, ils disent, ben, je pense que je continue ce que je faisais avant, je continue ma job à temps plein, puis je me rajouterai pas ça en surplus. Donc, c'est aussi cette lourdeur de tâches qui vient s'accumuler à ce que les élus vivent au quotidien, là. Et dites-moi, quand vous parlez avec vos collègues, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous arrivez à identifier des causes ou des moments déclencheurs? Je pense par exemple à la pandémie de COVID-19. Bon, elle a peut-être eu le dos large, cette pandémie, elle n'explique pas tout, mais il me semble qu'à ce moment, on a pu voir pas mal d'exaspération et beaucoup d'incompréhension avec des slogans qui donnaient vraiment dans l'insulte pure et simple là, et des prises de position très virulentes. Alors, est-ce que lorsque vous en parlez entre élus, vous arrivez à identifier des éléments comme ça qui pourraient sinon expliquer, au moins situer l'origine de cette colère qui s'exprime de plus en plus? Depuis les dernières années, c'est un phénomène qui est en explosion puis qui a vraiment changé. Autant l'ambiance, quand j'étais conseillère à Granby, on n'avait pas de crise du logement, on n'avait pas de personnes en situation d'itinérance visible, on n'avait pas, il y a plein de choses qui n'existaient pas, d'enjeux sociaux qui n'étaient pas là, qui maintenant, qui vient alourdir d'une certaine manière la charge, les changements climatiques qui se sont accentués dans les dernières années. Tout ça vient alourdir la tâche. Et l'avenue des médias sociaux également. On l'avait vu il y a quelques années. L'UMQ avait fait des campagnes et tout. Mais comme vous l'avez mentionné tantôt, on dirait que les langues se sont déliées suite à la pandémie. Donc, les gens vont être plus proactifs à être négatifs des fois sur les médias sociaux. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais je pense qu'une manière de dire les choses. Donc, tu sais, on dirait que les gens sont derrière leur clavier, s'en permettent plus. Et même des fois, on s'est en rendu en personne, chose qu'on ne voyait pas avant, là. En écoutant parler Julie Bourdon, qui identifie plusieurs sources de tension et de stress comme la crise du logement, le phénomène de l'itinérance qui prend de l'ampleur ou la crise climatique, ça m'a donné envie d'aller discuter avec Mélissa Généreux. Elle est médecin conseil à la direction de la santé publique du CIUS en Estrie. Elle est aussi professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. C'est une spécialiste que j'apprécie beaucoup pour ses interventions sur la place publique et qui s'est penchée sur toute la question de la cohésion sociale. Au cours des dernières années, elle s'est particulièrement intéressée à des situations de crise comme la tragédie à Lac-Mégantic ou la pandémie de COVID-19. Mais il me semble que ces travaux pourraient nous permettre de réfléchir de manière générale à plusieurs questions sociales et politiques qui bousculent les populations en créant de l'inquiétude, de l'incertitude et de l'incompréhension. Nous, ce qu'on faisait pendant la pandémie, c'était évidemment inspiré de d'autres travaux, d'autres expériences antérieures, notamment la gestion de la tragédie de Lac-Mégantic, mais aussi des grandes inondations printanières où j'ai pu prêter main forte, puis les feux de forêt à Fort McMurray. Donc, crise après crise, il ressort quand même toujours un constat assez clair que la gestion d'une crise, ça peut pas juste être sous forme de structure, d'organigramme, de plans, tu sais, des trucs très cartésiens. Il y a profondément quelque chose de social derrière ça. On parle d'humains, on parle de communautés qui sont touchées. Puis on a essayé de comprendre quels étaient spécifiquement les facteurs là, chez humains ou sociaux qui pouvaient influencer la réponse psychologique et aussi la réponse comportementale lors là, de la crise liée à la pandémie. Et ce qu'on a trouvé comme étant l'élément le plus fortement, on va dire, prédicteur d'anxiété ou de dépression pendant la pandémie, c'est ce qu'on appelle le sentiment de cohérence. Donc, le sentiment de cohérence, c'est le fait d'avoir l'impression, c'est une perception évidemment, ou une forme d'orientation face à la vie qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on comprend quand même assez bien ce qui se passe par rapport à ce qu'on est en mesure de savoir évidemment. On comprend où sont les ressources. On sent qu'on est capable de mobiliser ces ressources-là et que ça vaut la peine de se battre, si on veut, là, qu'on voit à la limite une opportunité de grandir ou de faire partie de la solution. Puis le troisième des éléments le plus important du sentiment de cohérence, c'est qu'on sent que ça fait un sens. Ça veut pas dire qu'on accepte ce qui se passe, mais les ficelles sont assez bien attachées pour sentir qu'il y a un certain sens derrière ça, ce qui nous donne le goût de continuer à avancer de façon constructive. Donc, les personnes avec un fort sentiment de cohérence étaient largement, mais largement moins enclines à rapporter des symptômes d'anxiété, dépression que celles qui avaient un plus faible sentiment de cohérence. Puis là, ben, de là,
C'est en suivi toute une liste là, d'interventions dans les médias, mais aussi plus concrètes là, d'actions sur le terrain pour essayer d'aider les gens à retrouver un certain sentiment de cohérence, malgré des fois le semblant d'absurdité, là, de non-sens là, qui venait avec une crise comme celle de la pandémie. Et dis-moi, d'après toi, les constats que vous faites lors d'événements hors du commun, est-ce qu'ils pourraient être utiles de manière plus générale? Je veux dire, il y a quand même un contexte social et politique qui est parfois inquiétant à plusieurs égards, au quotidien, sans qu'il ne soit question d'une catastrophe à proprement parler. Alors, le sentiment de cohérence, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utile pour enrichir la vie démocratique? Entièrement, entièrement. Depuis, ben, premièrement, je trouve qu'on vit de plus en plus dans un monde de crise. Puis pour moi, le mot crise est au sens large. C'est des bouleversements peut-être sociaux qu'on pourrait peut-être plus dire, tu sais, qui seraient moins péjorativement associés à quelque chose qui a un début puis une fin très bien délimitée dans le temps. La pandémie, d'ailleurs, était plus rendue un bouleversement ou une série de crises successives puis qui s'accumulaient, qui fait que notre monde est juste plus pareil comme ce qu'il était avant l'avènement de ce bouleversement-là. Et justement, une fois qu'on pense comme ça, on se dit, ben, est-ce que toute l'après-pandémie, la crise du logement, les inégalités sociales vraiment, mais vraiment croissantes, la polarisation des idées, la violence qui est plus présente autant en ligne que dans le monde réel, l'omniprésence du numérique qui en soi est un grand bouleversement social parce que ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de vraiment s'adapter, de faire des réflexions en profondeur, ou en tout cas du moins on commence à les faire tout juste au Québec, même si c'est déjà bien emprunt dans nos vies. Donc, tout ça, pour moi, ça fait partie de ce qu'on pourrait peut-être appeler des crises sociales ou des bouleversements sociaux. Et oui, effectivement, si on s'intéresse un peu au concept de résilience en temps de crise aiguë, ben pourquoi ne pas s'inspirer de ces apprentissages-là pour voir comment ça s'applique à des contextes de crise un peu plus étirés dans le temps qui semblent maintenant définir notre quotidien, puis je ne veux pas être défaitiste, mais notre quotidien probablement des prochaines années, voire décennies, là. Les constats dressés par Mélissa Généreux sur la gestion du quotidien ou des affaires courantes, si on peut dire, nous laissent penser que les gouvernements de proximité comme les municipalités sont appelés de plus en plus à absorber le choc des inquiétudes, des frustrations et des vexations vécues par la population. Et il y a là un changement d'ambiance que Julie Bourdon a aussi remarqué. Une des choses qu'on voit, tu sais, c'est pour ça que les élus restent en place. Hein, il y en a plusieurs qui vont dire c'est difficile et tout ça, mais on reste en place parce qu'on voit qu'on est capable d'agir sur notre communauté puis de l'améliorer. Hein, ça, je pense que c'est important aussi de le dire quand on parle de la valorisation des élus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs responsabilités qui, à la base, n'incombaient pas à nous, qui maintenant sont rendues à nous. Puis même des fois, des choses qui ne nous incombent pas, bien, les gens vont venir nous en parler quand même, puis vont nous accrocher là-dessus. Quand on parle de la situation de l'itinérance, à Granby, on a pris un certain leadership, mais ce n'est pas une crise qui peut être réglée par la ville. C'est une crise qui est réglée par les services sociaux, c'est une crise qui est réglée par l'hôpital, c'est une crise qui est réglée par les organismes communautaires, par la société en général. Donc, ce n'est pas seulement la ville qui doit prendre position, mais on dirait dans ce type de crise-là, bien, c'est juste la faute de la ville quand il y a un ensemble d'acteurs qui font partie pour trouver des solutions. Là. Puis là, je parle d'itinérance qui est quand même un enjeu très, très complexe à différents niveaux. Là. Ça ne se réglera pas en claquant des doigts, mais ça demeure qu'on a de plus en plus des enjeux complexes. Tu sais, les changements climatiques, vous le nommez, quand c'est pas dans des villes qui vivent des refoulements d'égouts, c'est des tornades, on n'avait jamais eu de tornade, ou c'est des inondations à répétition dans certaines parties du Québec, c'est des feux de forêt. Tu sais, c'est tout ça qu'il y a à gérer, qui était peut-être moins à gérer avant. Donc, ça vient, oui, rajouter un niveau de stress, on peut dire, chez certains élus, mais tu sais, c'est ça, ça demeure des enjeux de tous les jours, là. Mais si vous me dites que les élus vivent du stress devant la complexité de ces enjeux sur lesquels ils n'ont pas le plein contrôle, par ailleurs, on peut certainement comprendre que les citoyens en vivent aussi. Hein. C'est un peu comme si on était tous pris dans le même bateau. Et justement, là, la communication et les occasions d'établir des contacts de qualité sont d'autant plus nécessaires. Effectivement, effectivement. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que les gens s'impliquent dans la municipalité, tout simplement. Et plus on sait aussi quels sont les besoins réels. Parce que si on attend seulement un petit pourcentage de la population qui sont toujours les mêmes impliqués, puis qui ils militent pour une chose, mais ce n'est pas ça que l'ensemble veut,
bien, c'est pas mieux non plus pour la municipalité. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'ensemble de la population soit sensibilisée et qu'ils puissent intervenir ou être consultés à certains moments sur certains dossiers dans la municipalité. Là. Nous, on le fait souvent, on a fait des consultations, par exemple, sur la densification, sur l'habitation à Granby, sur la mobilité active également. Bien, ce qu'on a fait, on a fait autant des sondages téléphoniques et des consultations en personne pour les gens peut-être plus experts et tout qui voulaient en amener. Mais ce qui nous a permis d'avoir une vue d'ensemble de ce que souhaitait également la population, là. Donc, c'est important de les impliquer, de les consulter lorsqu'on fait des grands projets pour qu'ils se sentent justement faisant partie de la municipalité, là. C'est important de bien comprendre ce que nous dit Julie Bourdon, parce que ça rejoint tout à fait ce que nous disait Mélissa Généreux à propos des ingrédients qui permettent de nourrir le sentiment de cohérence. D'abord, une bonne compréhension des enjeux auxquels on doit faire face, mais aussi l'impression qu'on a le pouvoir, la possibilité, la capacité d'agir. Et ça, ce sentiment, il doit être partagé autant par les citoyens que par leurs représentants. C'est là qu'on voit que la participation citoyenne est indissociable de la valorisation du rôle des élus, comme si les uns nourrissaient de manière réciproque la confiance des autres. Tu sais, souvent, les gens vont amplifier leur réaction négative parce qu'ils se sentent impuissants. Puis là, c'est là que les propos peut-être plus irrespectueux, même à caractère violent, peuvent sortir. C'est souvent d'impuissance. Ils ne savent pas à quelle porte cogner, donc ils vont juste y aller plus vocalement ou par des choses qui peuvent être blessantes. Donc, si on leur redonne un sentiment de contrôle, de voici les ressources, les lignes, où est-ce que vous pouvez appeler, les portes auxquelles vous pouvez cogner, c'est normal si vous allez vivre des insatisfactions. On valide ça. Vous allez avoir une certaine forme de souffrance. C'est correct. On est prêt à l'accepter. On est prêt à l'accueillir. Bon, c'est une chose. Puis après ça, en termes de pouvoir d'agir, donc il faut réellement, c'est pas juste la communication, mais penser à est-ce qu'on peut avoir un comité citoyen, par exemple, un comité de vigie avec, ça dépend de la situation, mais un conseil municipal, un député ou une personne désignée et évidemment des citoyens ou les parties prenantes qui peuvent être touchées pour dire vous n'allez peut-être pas être décisionnel, mais au moins, on va avoir une structure qui fait qu'au fur et à mesure, on va être renseigné des désagréments que ça peut causer ou des rumeurs ou des perceptions. Puis rapidement, au moins, vous allez pouvoir sentir qu'on vous écoute ou que les gens autour de vous peuvent se rapporter puis que vous allez agir un peu en chien de garde. Puis probablement qu'on va être capable de désamorcer certains enjeux plus grands que d'autres. Ou si on n'est pas capable de le faire, bien, vous allez pouvoir comprendre au fur et à mesure pourquoi. T'sais. Fait que c'est assez de base que je dis, mais pourtant, on n'entend pas souvent que des projets qui sont réfléchis de la sorte. Et tout ce que je viens de nommer, c'est directement lié avec comprendre, donner du sens et sentir qu'on peut agir. Donc, les 3 éléments clés du sentiment de cohérence. Bon, on a devant nous quelques éléments plutôt intéressants à partir desquels on peut réfléchir à la valorisation du rôle des élus, à la participation citoyenne et de manière plus générale à la vie démocratique. Mais je vous invite maintenant à faire un pas de côté, si vous le voulez bien, pour revenir sur les idées qu'on a posées d'entrée de jeu, à savoir que les différents groupes qui composent une société démocratique doivent avoir des contacts nombreux et variés ainsi que des intérêts communs. Or, souvenez-vous, comme nous le disait Julie Bourdon au début de notre conversation, il semble que pour certaines personnes, ce soit plus difficile de participer à la vie politique. La conciliation travail-famille, notamment, demeure un obstacle. Et au chapitre des incivilités, des insultes et des commentaires dégradants, je vais peut-être pas vous étonner, mais on constate que les femmes sont particulièrement visées avec plus de virulence et ça pose un sérieux problème. Ça touche plus les femmes que les hommes, dans une proportion d'environ 60-40 environ. Les propos déplacés ou quoi que ce soit, des fois, ils vont être plus crus envers des femmes qu'envers des hommes. Je ne veux pas répéter ce que certaines collègues ont déjà reçu en message qui, des fois, étaient soit au niveau de leur apparence, au niveau de violence face à elles, etc. Donc, c'était pas super. Au niveau de l'équilibre aussi qui est vécu dans le rôle d'élu et de ce qu'on doit faire, on voit aussi que ça touche plus les femmes, les proches aidants et ceux qui sont parents. Donc, la difficulté également d'équilibre qui peut affecter plus les élus va toucher ces groupes-là, plus en particulier également, là.
Pour continuer cette réflexion sur la valorisation du rôle des élus et la participation citoyenne, j'ai donc pensé à contacter Pascale Navarro, journaliste, conférencière et chercheuse qui s'intéresse depuis longtemps aux enjeux féministes, plus particulièrement aux questions qui touchent la place des femmes en politique et la parité. Elle collabore au groupe Femmes, Politique et Démocratie et elle est coordonnatrice du club politique Les Ailes du pouvoir, qui, comme vous pouvez le deviner, rassemble des politiciennes de tous les horizons. Autant dire que ce que nous rapporte Julie Bourdon, c'est un souci qu'elle connaît très bien. Le problème pour les femmes est double, selon elle. Elles ne doivent pas seulement entrer en politique, comme on dit, elles doivent aussi sortir du cadre social dans lequel elles ont été confinées tout au long de l'histoire. Premièrement, il y a un contentieux, si on veut, avec les femmes et la politique, c'est-à-dire qu'elles partent déjà, dès le début de leur parcours politique, quel qu'il soit, avec un déficit de crédibilité et des obstacles à la prise de parole qui sont liés à la socialisation des femmes et à celle des hommes. Depuis l'Antiquité, devenir un homme, c'était savoir prendre la parole. Alors là, je parle bien sûr des hommes qui étaient privilégiés parce qu'il y en avait qui ne l'étaient pas. Mais le masculin s'est construit sur la prise de parole et sur la maîtrise du discours et sur l'art oratoire, sur la rhétorique. Donc tout ça, ça crée une histoire, ce qui fait que les femmes sont socialisées à s'effacer, à s'occuper de l'espace privé, si on veut, par rapport à la sphère publique, et donc n'ont pas été socialisées à prendre la parole. J'ai entendu de beaucoup d'élus, prendre la parole, c'est un défi majeur. Donc, bien sûr qu'avec le temps, on réussit à passer par-dessus, mais beaucoup demandent dans les formations, demandent à se faire aider, à savoir débattre, à savoir parler en public, entendre sa voix en public. Pour une femme, c'est vraiment un défi de s'entendre parler, de se dire, OK, là, j'ai dit ça publiquement, tout le monde va m'entendre. C'est contre-intuitif pour la socialisation des femmes, il y a comme une dissonance. Et la politique, c'est la prise de parole. Le premier pas pour quelqu'un qui fait de la politique, c'est d'annoncer sa candidature, c'est de dire « j'arrive et je vais me présenter ». Donc, on voit tout de suite le dilemme, si on veut, dans ces habitudes, ces comportements qu'on a intériorisés depuis toujours. Donc, je pense que la prise de parole, c'est un des premiers obstacles. Je comprends, mais il me semble que ce sont surtout des femmes qui prennent la parole depuis un moment pour dénoncer les insultes, les comportements abusifs. On a mentionné Valérie Plante, par exemple, les commentaires sur les médias sociaux, la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard aussi. Je pourrais ajouter la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui, en démissionnant, allait aussi dans ce sens-là. Mais ce que je remarque, c'est qu'à partir de ces prises de parole, on voit aussi des hommes qui ajoutent leur voix pour dire « savez-vous quoi? Nous autres aussi, on est un peu tannés ». Ben oui, en fait, comme tout ce qui a été fait par le mouvement féministe pendant les premières vagues, les deuxièmes vagues, les troisièmes vagues et la quatrième qu'on a vécu il y a quelques années, tout ça change aussi la donne pour tout le monde, pas seulement pour les femmes. Puis c'est toute la puissance de ce mouvement. Tu sais, il y a toute une conversation sur justement les incivilités, sur tout ce dont on parle actuellement à ce moment-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce système. Et si le système change et s'améliore, on ne va pas s'améliorer que pour les femmes, mais toutes les catégories de la population vont être concernées. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre dans le mouvement de la parité. L'autre aspect, c'est le message que lancent les gouvernements, les messages qui passent, la communication. Et là, on a un problème parce qu'il y a beaucoup d'élus, même si beaucoup d'élus, une grande part d'entre eux refusent ça. Il y a une part plus sonore, plus audible des élus qui sont d'une certaine façon, qui laissent passer beaucoup de choses et qui mettent ça sur le compte d'une certaine force en politique, c'est-à-dire avoir un bon caractère, un fort caractère pour faire de la politique. Ça demande d'être capable d'en prendre, ça demande d'être capable d'assumer, d'être capable de répliquer. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'assumer, qu'on ne devrait pas assumer. On a pris pour acquis que c'était comme ça qu'il fallait que ça se fasse et on a intériorisé que c'était correct de se faire insulter, que c'était correct, pas que c'était correct, mais que c'était la vie. C'est comme ça, je m'en vais en politique, donc il faut que j'assume. Mais là, assumer qu'on menace notre intégrité, qu'on menace nos enfants, qu'on nous traite de ci, de ça, remplissez par ce que vous voulez, des mots vulgaires et extrêmement méprisants. Non, ça ne vient pas avec la politique, ça, c'est faux. Et ça devrait changer. Et pour moi, l'intégration des femmes à la politique, en grand nombre,
ça donne l'occasion d'une réflexion sur la question. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On vit un changement de culture. On peut s'en plaindre, c'est parce que là, on voit le portrait. Mais pour moi, c'est beaucoup plus positif que négatif. Ça veut dire qu'on en prend conscience et que même les hommes qui ne sont pas d'accord avec ça pourront aussi le dire. C'est vrai que ça fait un peu partie de l'ambiance, cette idée-là, que la politique, c'est un sport de combat, qu'il faut se faire une carapace, une armure si on veut se tailler une place dans l'arène. Mais en même temps, on peut se demander si chemin faisant, on n'a pas un peu confondu les disputes normales dans un débat d'idées et les batailles de ruelles où tous les coups sont permis. Plusieurs politiciens et politiciennes ont commencé à montrer une certaine forme de vulnérabilité. Certains pourraient y voir une faiblesse, d'autres y voient une force qui facilite les contacts avec la population et qui serait de nature à calmer le jeu, comme le pense Julie Bourdon. Je pense que c'est important de rappeler que les politiciens, ça demeure aussi des citoyens et des citoyennes de la ville. Donc, ils vont vivre également ce que les autres citoyens vivent à chaque jour parce qu'on habite nos villes, on les vit, on va à l'épicerie, oui, il y a des travaux en ville, on est aussi pris dans le trafic, on voit les enjeux sociaux comme les autres les voient. Puis je pense que c'est important de maintenir cette vulnérabilité-là parce qu'un coup qu'on a trop une carapace, on n'est plus en mesure de prendre des bonnes décisions pour la communauté. Et effectivement, je pense que c'est important de le dire également. Bien, écoutez, ça nous dérange quand vous êtes irrespectueux envers nous. C'est correct d'avoir cette conversation-là avec la population, de ne pas tout accepter, de tracer la ligne, bien, de dire, tu sais, la limite, elle est là. Puis à un certain moment, si tu dépasses cette limite-là, bien, c'est pas correct, ça donne rien de plus. Donc, dis-moi les choses que tu n'es pas d'accord. Dis-moi, tu peux nommer tes frustrations sans m'attaquer personnellement. C'est des choses qui peuvent être dites. Puis je pense que les politiciens sont peut-être plus à même de le nommer également, hein, depuis qu'il y en a qui prennent parole ou qui s'expriment, de dire, écoutez, ça n'a pas de sens, ce qui est vécu ou ce qui est dit. Bien, je pense que c'est important de le dire quand ça ne fait pas de sens. Les politiciens vivent ce que les autres citoyens vivent à chaque jour. J'aime bien cette idée exprimée par Julie Bourdon qui résume simplement l'idéal que je mentionnais en introduction. L'essentiel pour la démocratie, c'est que les membres de la communauté, tous les membres de la communauté, aient des contacts nombreux et variés et des intérêts communs qui sont consciemment partagés. Ça nous ramène aussi au sentiment de cohérence dont nous parlait Mélissa Généreux, qui est sans doute un des piliers de la cohésion sociale. Je vais d'ailleurs lui laisser le dernier mot si vous le voulez bien. On pourrait certainement continuer très longtemps cette conversation sur la vie démocratique, mais si on souhaite qu'elle soit fructueuse et constructive, on peut poser comme principe que même ceux avec qui nous sommes en désaccord sont de bonne foi. Nous, on dit souvent que pour renforcer le sentiment de cohérence, il y a comme deux aspects, deux composantes là, pour que les gens aient un espace pour agir au niveau réflexif, puis un espace pour agir au niveau de l'empowerment, le pouvoir d'agir. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux, au fond. Parce que si on est dans le pouvoir d'agir, mais qu'on ne va pas chercher le sens derrière, la réflexion profonde, on a plus ou moins atteint l'objectif. Mais si on est dans la réflexion perpétuelle, ça peut devenir une forme de rumination. Il faut avoir aussi, sentir qu'on peut passer à l'action. Donc, c'est la combinaison des deux. Puis ça peut s'appliquer dans plein de choses. Mais par exemple, une rencontre publique, une séance de brainstorm par rapport à une difficulté XY dans une communauté donnée, je pense vraiment toujours se rappeler pourquoi, c'est quoi le sens, qu'est-ce qui est important, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous irrite, sur quel principe tout ça repose, quel est le sens profond qu'on donne à ça, pourquoi on est heurté là-dedans. Puis après ça, maintenant, quels sont les leviers d'action? Mais tu sais, juste être en mode action, revendication, en perdant un peu le sens, ça peut aussi vouloir dire, pensez-vous vraiment que le décideur est mal intentionné puis c'est un adversaire, ou vous sentez qu'en ce moment, il n'est pas assez outillé puis il y a de la pression? Ça change complètement la donne, ça change complètement le type d'action que vous allez faire. Si vous pensez profondément que la personne, elle est bien intentionnée, elle a juste besoin d'être accompagnée, on va être beaucoup moins agressif, on va être beaucoup plus dans une approche constructive. Et voilà, on arrive au bout de cette courte exploration dans les sentiers de la conversation démocratique. J'espère que les réflexions de Julie Bourdon, Mélissa Généreux et Pascal Navarro vous ont donné envie d'y prendre part en toute sérénité et de poursuivre l'aventure. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser à leur prise de parole. Vous les trouverez facilement en cherchant leur nom sur les moteurs de recherche. Pour ma part, j'espère vous retrouver bientôt pour un autre épisode de ce balado.
Comment ça va chez vous? C'est une production des Coops de l'information en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettres des 6 médias des Coops de l'information, Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.